Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai, Subvertir le mal gaze, littérature pour les deux moitiés du monde, donc d'Azélie Fayol, aux éditions Divergence 2025, que je remercie pour l'envoi du PDF. Alors un essai implacable et surtout un essai qui ne vous laisse pas sans piste. Et d'ailleurs posez-vous la question dès maintenant, on y reviendra à la fin, mais pourrons-nous toujours lire nos classiques? Alors subvertir le mal gaze, c'est-à-dire alors ce malaise peut être défini comme une organisation construite de l'empathie viriliste, mais aussi raciste, classiste, trois petits points, que l'on retrouve également dans le concept d'empathie développé par la philosophe féministe Kate Mann, une sympathie préférentielle accordée aux hommes auteurs de violences sexistes et sexuelles, qui éloigne l'attention des faits et contribue à leur légitimation. Alors c'est marrant parce que du coup, je trouve que c'est un terme qu'on utilise de plus en plus en ce moment dans les travaux. Alors les exemples, notamment dans la littérature, sont pléthoriques, et c'est vraiment ce que fait Azélie Fayol dans l'ouvrage, une articulation, en tout cas une imbrication d'éléments littéraires avec le regard davantage scientifique. Alors ce regard dépasse notamment sa définition première, il s'agit d'un regard patriarcal qui objectifie ou sexualise de manière objectivante les femmes et leur corps. C'est une vision du monde à la fois produite et transmise, et on est bien face à une double dimension, précise Azélie Fayol, épistémique et politique. Donc oui, le gaze est politique. Alors il est partout, souvent invisible, rarement nommé, et pourtant structurant. Il façonne la sexualisation permanente du féminin. Alors comme le formule Anne-Claire Marpeau, le male gaze, c'est aussi le regard par défaut qui sexualise, réifie, façonne et enferme les personnages féminins dans des attentes collectives patriarcales. Alors se pose alors la question dite de la cécité interprétative, bien évoquée d'ailleurs dans l'ouvrage, je vous laisserai découvrir. Se pose la question qu'est-ce qui fait que l'on voit ou que l'on ne voit pas justement la violence? Ne pas voir ce regard, finalement, est-ce que ce n'est pas déjà une forme de violence? Il suffit de prêter attention au traitement narratif, aux focalisations, au cadrage, au déplacement du regard, y compris au-delà de la littérature, les effets de caméra, c'est-à-dire tout ce qui est travelling, etc. De se dire, voilà, même les questions de cadrage, si on prête attention à tout ça, vous allez voir, c'est assez édifiant. Donc ce male gaze s'inscrit dans un véritable boys club, encore, un entre-soi fondé sur la ressemblance et l'exclusion sexiste, raciste, classiste, etc. Un confort surplombant, enfin un confort plutôt du surplomb dominant, mais aussi surplombant, d'ailleurs rendu possible par des stratégies d'occultation de la violence masculine, qui façonnent un monde pour et par les hommes, pendant que les femmes, elles, je cite aussi, font des histoires. Alors, prenons l'exemple du harcèlement sexuel en littérature, les comportements masculins violents sont souvent dits banalisés, voire valorisés, au service d'une vision attendue des masculinités, et alors ce harcèlement devient un divertissement érotisé, un ressort narratif, On parle aussi de rire misogyne. Les personnages féminins sont donc objectifiés, leurs tentatives de réaction tournées en dérision et leur agentivité niée. Ce que Judith Butler définit pourtant comme la capacité à faire quelque chose avec ce qu'on a fait de moi. Alors d'où l'importance également, ça c'est une autre partie de l'ouvrage aussi, sur les autres gays, des gays dits alternatifs. Alors le female gaze, du côté des désirs notamment, le féministe gaze, le trans gaze, les queer gaze, etc. Bref, en tout cas d'autres gays qui permettent non pas de simples inversions, mais finalement des tentatives de subversion de ce regard dominant, à condition de s'éloigner de toute fétichisation, de tout ce qu'on a vu avant, bien évidemment. Alors, il s'agit de penser des récits hors finalement du système phallocentré, dans lequel plus de la moitié du monde ne se reconnaît pas. Alors pour revenir à la question initiale, peut-on encore lire les classiques? Azélie Fayol répond en conclusion, bien sûr, tout comme on peut aussi ne plus les lire par obsolescence, désintérêt ou remplacement, sans que cela n'ait rien de dramatique. Et je suis bien d'accord, et j'ajouterais, sans que cela ne relève non plus de la cancel culture, parce que c'est un peu l'argument qui est souvent annexé. Donc bref, un essai qui passe au microscope l'hégémonie du male gaze, voilà, pour une véritable révolution du regard. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, une belle découverte et à bientôt.